Bonjour à tous, merci d'être avec nous ce matin sur ce webinaire que nous vous présentons, Julie Sterwen et Olivia, qui a pour thématique, une thématique d'actualité, préserver la santé mentale des collaborateurs, un enjeu majeur amplifié par la crise sanitaire qui nécessite une vision holistique au-delà du strict cadre des RH. Tout un programme. Alors, juste avant de rentrer dans le vif du sujet, peut-être quelques consignes par rapport au fonctionnement de ce webinaire. Si vous n'êtes pas familiarisé aujourd'hui avec GoToWebinar, avec l'outil, vous avez la possibilité donc de poser des questions, en tous les cas d'intervenir en levant la main. Vous avez la possibilité, si vous n'entendez pas la flash, si vous n'entendez pas, n'oubliez pas de vous manifester par la petite flèche orange, on viendra vous aider. Et pour poser vos questions, ce sont des questions écrites que vous allez envoyer à Judith, qui est ici présente, qui est notre directrice de la communication. Et donc, vous allez dans le petit encart questions, vous sélectionnez Judith Depré et vous posez votre question. Donc, Judith va rassembler vos questions et une fois qu'on aura terminé cette présentation avec nos intervenants, elle les posera. Point important, et tout spécialement pour ce webinaire, merci de ne pas reprendre les propos tenus dans ce webinaire sans validation de leur émetteur. Je dis ça pour les personnes qui seraient intéressées pour écrire des articles, parce que nous savons que vous êtes quelques journalistes, donc on vous demande vraiment de bien faire valider ce que vous allez reprendre de manière officielle. Merci beaucoup en tous les cas pour ce respect de cette consigne. Alors, quelques mots peut-être sur Julie Sterwen. Dès que la slide. Voilà, Julie Sterwen. Alors, pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes un cabinet qui accompagnons les transformations des organisations en conseil en stratégie, transformation et innovation. On est structuré autour de 4 pôles qui aujourd'hui sont les 4 piliers pour nous qui font la transformation. Tout ce qui est business transformation, tout ce qui est people transformation, tout ce qui est agile transformation et tout ce qui est digital transformation. Notre cabinet se porte plutôt bien, 70 millions d'euros de chiffre d'affaires, 470 collaborateurs, une croissance forte, vous voyez, sur 6 années, et une reconnaissance du marché, je pense aujourd'hui, qui n'est plus à faire. Je vais laisser la parole à Jérôme, qui va nous présenter Olivia. Jérôme, à toi. Bonjour à tous, Jérôme Crest, donc je suis un des cofondateurs de Olivia. Olivia, c'est une start-up que j'ai créée il y a 2 ans et qui vient travailler sur le sujet de l'accompagnement individuel et de la santé mentale des collaborateurs, donc une plateforme digitale qui permet d'innover sur ce volet de la prévention des RPS et qui se décline en 3 volets. Donc le premier, c'est un outil d'accompagnement individuel qui permet de prendre rendez-vous avec des experts psychologues coachs, d'avoir accès également à des programmes de self-care qui permettent de sensibiliser, de s'évaluer, d'avoir des outils d'ancrage entre les séances. Et deuxième volet, c'est vraiment un volet de sensibilisation dans lequel on aide l'entreprise à communiquer sur ce sujet de la santé mentale. On peut également faire de la formation, des ateliers collectifs, des webinaires sur ces sujets de la santé mentale. Le dernier volet, c'est un volet de mesure dans lequel on utilise notre plateforme pour créer l'engagement autour de la santé mentale, mais également remonter de l'information et améliorer la détection de signaux faibles et donc la détection des alertes de souffrance de collaborateurs qui pourraient être en souffrance. On accompagne des ETI et des grands comptes principalement depuis 2 ans. Merci beaucoup, Jérôme. Alors, pour nous accompagner dans ce débat, Anne-Catherine Roppers, qui nous fait le plaisir d'intervenir. Donc, Anne-Catherine, tu es la directrice générale adjointe de Crédit Agricole CIB et la directrice des ressources humaines. Donc, CIB, c'est la banque d'investissement et de financement du Crédit Agricole. Vincent Richeux, tu es directeur dans la practice Leadership et Management de chez Julie Sterwen et tu interviens surtout sur les problématiques de RPS. Et enfin, Marc, si on ne te connaît pas, tu es le fondateur et le président de Julie Sterwen. Merci en tous les cas à vous 4 de participer à ce débat. Et donc, finalement, j'ai une première question pour un peu cadrer le sujet. Quand on parle de santé mentale, finalement, on parle de quoi? Est-ce que, Jérôme, tu veux répondre à cette question? Oui. La santé mentale, finalement, c'est un peu comme la santé physique. Quand on parle de santé physique et quand on dit d'une personne qu'elle est en bonne santé physique, on voit quelqu'un qui fait du sport, qui a une bonne hygiène de vie.
La santé mentale, c'est la même chose. C'est un état qui concerne 100% des salariés. Or, actuellement, quand on parle de santé mentale, on voit plutôt quelque chose de négatif qui est connoté avec la pathologie, avec la maladie, avec une notion de faiblesse, de vulnérabilité. Mais en fait, la santé mentale, la définition de l'OMS, c'est que c'est un état de bien-être, c'est pas une maladie qui concerne tout le monde et qui permet simplement d'avoir les capacités de surmonter les tensions de la vie, d'être en lien avec ses pairs, avec sa communauté et de venir avoir les capacités de venir évoluer au quotidien. Donc c'est vraiment cet état de bien-être et l'OMS dit il n'y a pas de bonne santé sans bonne santé mentale. Merci Jérôme. Aujourd'hui, cette notion de santé mentale est très médiatisée. Il n'y a pas un article dans la presse qu'on ne voit pas chaque semaine. On a des reportages TV sur ce sujet-là. Pourquoi, à votre avis, c'est aussi médiatisé? Vincent? La crise sanitaire est passée par là et on a vu tous les chiffres sur la santé mentale se dégrader tout au long des différents confinements. Tout un tas de raisons diverses et variées, notamment d'isolement des personnes et d'isolement du travail. Même les populations qui ne sont pas entrées sur le travail, par exemple les jeunes qui ne sont pas entrés dans l'entreprise, ont été aussi fortement touchés. Donc, on va dire au sortir de la crise sanitaire, tout le monde sait de quoi on parle parce qu'on a tous eu parmi nos proches quelqu'un qui a pu être touché par ce sujet-là et on en parle plus facilement. Jérôme, toi, tu dis que la santé mentale, finalement, tu la compares avec la santé physique. Tu peux nous dire quelques mots? Oui, c'est vraiment un état qui concerne tout le monde. Et donc, quand encore une fois, quand on parle de santé physique, notamment les sportifs de haut niveau, finalement, ils prennent soin de leur santé mentale. Ils ont des préparateurs mentaux, ils sont dans la performance. Et donc, finalement, quand on parle de santé mentale, c'est pas uniquement venir gérer des situations de souffrance, mais c'est également comment je peux accompagner les collaborateurs à développer des compétences personnelles et émotionnelles qui leur permettent de mieux gérer leur stress, de mieux gérer leur temps, d'être plus engagés, de s'approprier le sens de leur travail. Et donc, vraiment un outil qui concerne l'ensemble des salariés et qui n'est pas limité à la gestion de la situation de situation de souffrance. Combien y a-t-il de personnes en burn-out aujourd'hui, selon toi, Jérôme? Alors, le dernier baromètre d'empreinte humaine était assez alarmant. C'est 2 millions 5 de salariés qui se déclarent dans des situations de burn-out. Donc, c'est un indicateur qui s'est dégradé fortement pendant la crise sanitaire. Et ce qui est intéressant également, c'est que 70% des salariés expriment qu'ils aimeraient que leur entreprise en fasse plus pour préserver leur santé mentale. Donc, d'un côté, on a un vrai tabou, mais de l'autre côté, on a des salariés qui sont en demande également de plus sur ce sujet. Vincent, finalement, aujourd'hui, dans cette médiatisation, on a tendance à associer santé mentale au sujet du burn-out. Est-ce que c'est un bon raisonnement ou est-ce qu'il faut prendre un peu de recul et nuancer? Alors, on peut prendre du recul et nuancer quand on regarde le champ négatif de la santé mentale, parce qu'il faut garder à l'esprit tout le champ positif que Jérôme a évoqué, mais quand on voit que la santé mentale commence à se dégrader, il y a deux grands phénomènes. Le premier phénomène, c'est le phénomène d'hyperstress, c'est-à-dire de stress élevé. Et ça touche beaucoup de monde. Hein. On a des statistiques, c'est très mesurable, et on est sur des statistiques entre 25% et 35% à l'instant donné. Et puis le deuxième phénomène, c'est lorsque la santé mentale se dégrade, on tombe malade. Et là, on tombe sur des pathologies mentales. Alors, il y a toute une série de pathologies mentales en dehors du burn-out. Il y a la dépression aussi qui est très mesurable. On est sur des pourcentages entre 5 et 10%. Il y a ce qu'on appelle des troubles anxieux où les gens ont une maladie d'anxiété. Ça touche 10 à 20% des gens. Pour donner un exemple, ça pouvait toucher des gens au retour au bureau après les confinements et qui avaient du mal à revenir parce qu'ils étaient anxieux de revenir. Après, il y a le trouble bipolaire qui touche 1 à 2%, il y a la schizophrénie qui touche 1 à 2%. Oui, la santé mentale, c'est beaucoup plus large, c'est complexe. Ça peut avoir des facteurs prédisposants personnels et des facteurs de travail. Une assez grande complexité autour du sujet, mais globalement, ce qu'on a vu, c'est que pendant la crise, tous ces chiffres ont augmenté. Anne-Catherine et Marc, finalement, on sent qu'il y a quand même un vrai tabou sur le sujet de la santé mentale aujourd'hui dans les organisations. Anne-Catherine, comment justement ce sujet est adressé dans ton entité, et peut-être plus globalement au sein du Crédit Agricole? Et Marc, la question que je te poserai juste derrière, c'est dans le benchmark que tu peux faire dans les interventions que l'on fait, comment tu vois ce point?
Alors, en tout cas, sur le tabou, moi, je pense que si on doit retenir des choses positives de la crise, c'est sans doute que ce tabou est tombé, ou en tout cas est en train d'évoluer. La santé mentale, comme vous le savez, hein, c'est à la fois un état de bien-être physique, un état de bien-être social, et donc là, on va avoir le collectif qui va avoir un rôle à jouer, puis un état de bien-être mental, c'est à la fois individuel et collectif. Et donc, l'entreprise a un rôle à jouer, certainement, dans cet état de bien-être. Et je pense que dans la crise, ça nous a permis de mettre sans doute des mots sur des choses très importantes. Par exemple, dans l'entité, enfin dans le groupe Crédit Agricole plus globalement et chez CACIB, on a vraiment tout de suite dit, lors de la crise Covid, le principal vecteur pour nous aujourd'hui, c'est la protection de nos collaborateurs. C'est notre enjeu majeur. Donc, évidemment, la performance, la durabilité de l'entreprise, la continuité du service à nos clients est aussi très importante. Mais vraiment, la protection de nos collaborateurs faisait partie de nos communications, faisait partie de nos actions. Et donc, je dirais que ça a permis aussi aux collaborateurs de s'exprimer sur quelque chose de très individuel dans le collectif. Et puis, on est quand même dans un monde où les attentes vis-à-vis de l'entreprise, et vous l'avez tous souligné, sont de plus en plus importantes. Elles ont un rôle social et sociétal à jouer dans une transformation majeure de l'environnement, hein, dans une transition sociale et sociétale importante. Et donc, la santé mentale est au cœur de nos préoccupations. Et pour cela, on travaille avec, bien entendu, des professionnels et, je dirais, le service médical, le service de santé au travail, qui s'appelle vraiment santé au travail, qui a un rôle hyper important à jouer aux côtés des DRH et des managers. Là, vraiment, c'est un aspect prise en charge holistique du sujet. Merci Anne-Catherine. Marc, ta vision de ce sujet, est-ce qu'il est tabou encore, toi aussi, pour toi? Oui, en fait, il y a encore un tabou. Alors, comme le disait Anne-Catherine à l'instant, ça s'arrange un petit peu, mais la santé mentale, c'est encore un concept qui est un petit peu mal perçu en France, en tout cas, pour des raisons culturelles, j'ai envie de dire. Pour un collaborateur, dire à son manager que c'est compliqué ou surtout qu'il a du mal, c'est très difficile. Ça peut être perçu le plus souvent comme un aveu de faiblesse, voire laisser penser donc on est inapte, incapable de faire le job. Et du coup, les collaborateurs parfois préfèrent historiquement d'ailleurs ne rien dire, garder ces choses-là pour eux. Et puis la pression monte jusqu'au point de non-retour. Du coup, et les managers en face, un peu dans la même logique culturelle, considèrent qu'il faut être fort, il ne faut rien laisser paraître de ses faiblesses, il ne faut rien laisser paraître de ses points faibles. Et ça ne va évidemment pas faciliter la tâche du collaborateur si d'aventure ce collaborateur osait partager ce type de difficulté. Et cet aspect de culture de la performance, j'ai envie de dire, pas forcément bien orienté et encore très très bien ancré. Maintenant, voilà, Anne-Catherine le disait à l'instant, il y a un message d'espoir, parce que dans la durée et en particulier, et c'est un mal pour un bien, mais la multiplication des difficultés qu'on peut avoir ces derniers temps, notamment du fait de la crise sanitaire, fait quand même un petit peu changer les mentalités au sens où le partage des difficultés se fait sans doute un peu plus facilement et plus facilement entendu également, parce qu'il faut toujours un émetteur et un récepteur. Mais c'est malheureusement le nombre de burn-out qui fait progresser cette prise de conscience, qu'il faut mieux communiquer et qu'il faut mieux partager et aussi qu'il faut mieux écouter. Dans le dernier baromètre qu'on fait réaliser chaque année à l'IFOP, donc le baromètre Julius Darwin sur le Digital Workplace, on a eu comme remontée que l'hybridation pouvait avoir quelques conséquences quand même sur la santé mentale, et surtout jouer dans le contexte dans lequel on est, c'est-à-dire des sentiments d'isolement du collaborateur qui, de 8h à 19h, va faire des webconf toute la journée, des problèmes de concentration sur écran, puisque certains, après avoir fait une journée de webconf, vont se jeter sur du streaming. Enfin, voilà, il y a quelques facteurs qui remontent, et la question que je me posais finalement, c'est de savoir, est-ce que l'hybridation, aujourd'hui, n'est pas un catalyseur du sujet de la santé mentale? Marc, qu'est-ce que tu en penses? Alors, sûrement que c'est un catalyseur de ces difficultés sur la santé mentale et que ça a un impact sur la santé mentale. Maintenant, je ne sais pas si c'est uniquement l'hybridation. Enfin, ma conviction, c'est que c'est surtout pas que l'hybridation. L'hybridation, dans une certaine mesure, elle existait déjà avant le Covid. En revanche, c'est sûr que les confinements et la dimension
très anxiogènes de la pandémie ont certainement beaucoup joué dans ce sens-là. Mais attention, parce que du fait de la crise, nous, ce qu'on voit, pour avoir la chance d'être un peu des observateurs de beaucoup d'entreprises, on voit qu'on a un peu tendance à se focaliser sur le sujet de la santé mentale, sur la crise sanitaire et l'hybridation, alors que ce qu'on pense, c'est qu'il y a plein d'autres facteurs. Et ça a d'ailleurs déjà été un peu abordé. Il faut surtout pas réduire le sujet de la santé mentale à la crise et à l'hybridation. C'est surtout pas parce qu'on considérera avoir passé la crise, résolu le sujet de l'hybridation qu'on aura réglé le problème. En faisant ça, on risque de passer à côté de beaucoup de sujets qui sont pour la plupart historiques, voire éternels, j'ai envie de dire, et qui impactent directement la santé mentale. Je peux donner quelques exemples, moi, qui me tiennent à cœur, et ce qui est important de savoir aussi, dont il est important de prendre conscience, c'est que ces facteurs peuvent avoir une importance complètement différente entre Julien, Anne-Catherine, Jérôme, Vincent, moi-même. Chacun a sa propre vision justement du poids de ces facteurs par rapport à l'impact que ça peut avoir sur sa santé mentale et par rapport à sa santé mentale. Dans ces facteurs, il y en a plein qu'on connaît tous parfaitement, mais je les rappelle simplement pour pas qu'on se concentre uniquement sur l'hybridation, le côté anxiogène de cette crise sanitaire. D'abord, il y a dans le désordre, puisqu'encore une fois, ça dépend vraiment de chacun, l'adéquation de mon environnement de travail. Enfin, tu mentionnais notre baromètre Digital Workplace, l'adéquation de mon environnement de travail par rapport à mes souhaits, à moi, mes attentes à moi, les outils dont je dispose, est-ce que mon expérience est bonne, est-ce que je passe pas ma journée à m'énerver dessus, le sentiment que j'ai d'apprendre, le sentiment que j'ai de progresser, le sentiment de mon utilité dans tout ça, c'est très important, se sentir utile. Le sens, évidemment, alors, on en parle souvent, le sens que je trouve dans mon travail, plus globalement, la perception que j'ai du sens que porte aussi l'offre de mon entreprise. C'est important, et je rejoins le sujet de l'utilité. Puis la perception de là où m'emmène, moi, à titre personnel, mon entreprise. Il y a le sentiment aussi d'équité, de justice organisationnelle dans mon entreprise. On aime bien ces sujets-là chez Julius Sterwen. La relation à mon manager, l'ambiance de travail, la relation avec mes collègues, une rémunération juste. Et puis, il y en a un que j'aime bien aussi, qui est un sujet qui peut, s'il est maltraité, être assez destructeur de mon point de vue sur la santé mentale. C'est la cohérence entre le discours de mon entreprise et puis ses actes en réalité, la cohérence entre les grands messages qu'elle peut passer et puis la réalité quotidienne, ma réalité quotidienne à moi en tant que collaborateur. Et bien entendu, dans vos entreprises, ça ne se passe pas du tout comme ça, je vous rassure, mais en revanche, sachez que dans certaines entreprises, ça se passe quand même comme ça. Vous voyez, il y a plein de facteurs à prendre en compte. Chacun d'eux a un impact plus ou moins fort sur ma santé mentale. L'hybridation est l'un d'eux, mais surtout pas le seul. Merci. Anne-Catherine, justement, ça se passe comme ça dans ton entreprise? En fait, pour revenir sur l'hybridation, moi je pense que le Covid a été un révélateur, évidemment, et à faire sortir des choses complexes, à la fois sur l'individuel et le collectif. Et sur l'individuel, on peut avoir des sujets d'addiction, des sujets justement de perte de sens, des sujets aussi d'isolement. On a encore jusqu'à hier des collaborateurs en Chine qui étaient isolés chez eux depuis plus de 3 mois. C'est quand même extrêmement difficile à vivre. Et donc, il y a un vrai soutien, en tout cas en ce qui nous concerne de nos salariés. C'est là qu'on voit que le lien est extrêmement important. Donc pour moi, le sujet, c'est pas l'hybridation. En fait, l'hybridation, on était déjà dans un monde complexe et qui commençait à être en hybridation auparavant. Bien sûr, il y a une accélération et on va y revenir. Mais ce que je ressens vraiment profondément, c'est que aujourd'hui, la Covid, c'était une crise. On a une nouvelle crise qui apparaît. Donc on est dans un enchaînement de crises. Donc il y a un vrai sujet de résilience. Et puis, il y a la façon dont on appréhende cet environnement en tant qu'employeur pour nos collaborateurs. Et donc, pour moi, ce qui est très important, c'est le rythme et c'est la responsabilité vraiment de l'employeur de définir un rythme qui est acceptable pour l'individu et pour le collectif dans ce changement. C'est-à-dire que oui, on a un tourbillon de choses qui arrivent, mais c'est aussi à nous de définir ce pace of change, ce rythme du changement, de l'accompagner et de faire en sorte, et ça je rebondis complètement sur ce que dit Marc, je suis complètement en accord avec lui, sur le sens qu'on donne à cela. Et puis l'exemplarité. Encore une fois, c'est vrai que quand on a un discours très clair comme au Crédit Agricole avec un projet humain qui est affiché dans notre stratégie comme un élément majeur et fondateur en fait, et puis chez CACIB, un pilier humain là aussi qui est décliné avec des preuves, eh bien on se situe quand même dans une logique collective et individuelle auquel chacun peut s'identifier.
Et donc ça, pour nous, voilà, le rythme du changement, décider ensemble, le maximum, je dirais, en associant nos collaborateurs, en partenariat avec eux, et puis plus largement, hein, avec aussi nos partenaires sociaux, du rythme auquel on y va, et puis les aider, les accompagner concrètement dans ce changement, dans cette transition qui est environnementale, digitale et sur les méthodes de travail, et qui est donc complexe. Voilà. Jérôme, dans ta vision de ce que vient de dire Marc et d'Anne-Catherine dans les entreprises que tu accompagnes, comment est-ce que le sujet c'est effectivement l'hybridation qui l'amplifie, ou c'est un non-sujet, effectivement ça vient, comme le dit, plus principalement de la crise Covid. Comment tu vois les choses, toi? L'hybridation, elle a eu des effets positifs sur la flexibilité au travail, sur l'organisation du temps de travail, sur les déplacements. Donc, il y a des aspects positifs qu'il faut souligner. Après, moi, je suis tout à fait d'accord avec Anne-Catherine, c'est le rythme de changement, parce on est passé sur un modèle d'hybridation massif à rythme forcé. Et donc, notamment, ce qu'on voit, c'est que ça a distendu la frontière entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Certains qui n'ont pas d'espace de travail, qui se retrouvent finalement dans un espace personnel et qui ont du mal à déconnecter. Certains qui se surinvestissent puisqu'on peut enchaîner des visios toute la journée de façon beaucoup plus intense que des rendez-vous physiques. Et ce qu'on voit également, c'est que ça impacte beaucoup la classe de management intermédiaire qui n'ont pas forcément été bien formés à comment manager à distance et qui du coup ont tendance à être dans le micromanagement ou un peu dans la peur est-ce que mes collaborateurs sont présents, est-ce qu'ils sont engagés, est-ce qu'ils délivrent. Et donc toutes les entreprises qui n'avaient pas forcément ces outils bien drivés sur les livrables, sur les objectifs, des managers qui ont tendance à être un peu dans le micro-contrôle et donc des salariés qui peuvent aussi de leur côté être impactés par ce management un peu trop de proximité. Marc, dans ce que vient de dire Jérôme, tu valides, c'est ce que tu constates aussi dans les organisations? Ouais, enfin, dans ce que vient de dire Jérôme et ce que vient de dire Anne-Catherine, ce sujet en fait du rythme du changement, enfin, j'ai même envie de rajouter quelque chose sur le sujet de la temporalité. Il faut quand même se dire un truc, c'est que on fait tous un peu comme si aujourd'hui la l'hybridation c'était dans nos gènes, hein, c'est bon, c'est habitué, très peu de temps, et tant mieux d'ailleurs après. Les confinements, les accords d'entreprise sont très vite signés sur le sujet du télétravail. Et ma conviction, c'est que le sujet il est tout sauf clos parce qu'il y a le temps de l'organisation. Ça, on sait bien réagir et je pense que en général, les entreprises ont très bien réagi. Il y a le temps de l'organisation et puis il y a le temps de la gestion des changements dans nos vies à nous individuellement. C'est pas du tout le même. Et cette crise, à l'échelle justement du temps du changement de nos habitudes, nos gros équilibres de vie, elle a été ultra violente, ultra rapide. Chacun d'entre nous a dû réagir très rapidement pour trouver vite ce que je vais appeler un premier point d'équilibre. Il ne faut pas, quand je dis premier point d'équilibre, c'est important parce que ce n'est pas le point d'équilibre, c'est un premier point d'équilibre. Et je pense qu'on a tout fait de considérer que c'est le point d'équilibre définitif. Ça a permis d'ailleurs à certains de décider à toute vitesse d'aller s'installer en province, travailler à Paris, très bien, d'autres d'être plus partisans, travailler le plus possible de leur domicile, d'autres le contraire. La réalité, c'est qu'à nouveau, vu la violence de cette crise, sa vitesse, il y a à peu près toutes les chances que les décisions qu'on a tous pu prendre les uns les autres, le point d'équilibre qu'on pense avoir trouvé rapidement, on va tous, ce point d'équilibre va sans doute très fortement évoluer avec le temps, une fois qu'on aura vraiment digéré ce changement radical dans notre lien au travail, le lien à notre environnement de travail, que la crise a complètement fait voler en éclats. Voilà. Le mal-être qu'on peut parfois constater aujourd'hui et les impacts que ça peut avoir sur la santé mentale sont aussi très liés à cette forme d'état de choc, en fait, de perte de repères qui nous rend tous un peu hagards dans notre organisation quotidienne. La vitesse d'adaptation, la vitesse d'absorption de ces changements, c'est absolument fondamental. Il faut en tenir compte. Anne-Catherine, tu as une réaction par rapport à ce que vient de dire Marc sur ce point d'équilibre, justement? Tout à fait. Ce point d'équilibre aujourd'hui, il est encore pas du tout stabilisé, le curseur et pas du tout remis, je dirais, là où les personnes peuvent le souhaiter peut-être, ou pour certains peut-être pas pour d'autres. En tout cas, il faut être extrêmement je dirais attentionné et puis prudent sur
la façon dont le retour au travail se passe, dont le retour à l'activité se passe, hein, quand on voit la reprise des séminaires, des voyages, parfois sur des périodes beaucoup plus ramassées que ce qui avait lieu auparavant. Il y a une fatigue physique qui peut s'installer aussi. L'importance va être la résilience dans ce moment. Et donc, pour nous, les entreprises, c'est comment on accompagne ça, comment on fait en sorte que nos collaborateurs soient mis en responsabilité, certes, mais accompagnés, encore une fois, pour se poser des questions et agir sur leur propre niveau de résilience. Je reviens aussi sur ce qui a pu être dit sur les managers. Les managers, notamment de proximité, doivent être le centre d'attention aussi. Cette crise a été vraiment un moment très important pour eux, où ils ont donné énormément, à la fois individuellement, ils ont eu les mêmes sujets que l'ensemble des collaborateurs, et ils se sont aussi sentis, pour la plupart, investis d'une mission qui était de maintenir ce lien, de maintenir cette attention, même, je dirais, de la décupler vis-à-vis de chacun des membres de leur équipe. Ils ont passé beaucoup de temps et d'énergie dans cela, et on sait l'effet que ça peut avoir quand une crise se termine, ou alors quand elle continue sous une autre forme. On sait aussi que les managers se sont sentis assez épuisés. Et donc, aujourd'hui, ce qu'on essaye de faire en entreprise, c'est de leur donner des moyens de travailler sur leur propre résilience face à cette hybridation, face aussi à un nouveau rôle culturellement du manager, qui doit à la fois créer une culture de la sécurité qui permet à chacun d'exprimer, pourquoi pas, un mal-être, pourquoi pas une fatigue, pourquoi pas un questionnement, de l'accueillir, d'en faire sien, mais en même temps de savoir prendre un recul suffisant pour aussi être lui-même en résilience. Donc on a un sujet très important dans l'attention apportée à notre management de proximité. Voilà, en plus de tout le reste, bien sûr. Vincent, toi qui accompagnes beaucoup de managers justement dans ces sujets aujourd'hui d'hybridation et d'équilibre, quelle est ta vision? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu constates finalement par rapport à ces managers? Tu sens aussi des managers un peu désemparés? Effectivement, ils ont pris de plein fouet la vague du Covid et pour certains ont vu que c'était plus dur de faire cet exercice du management, hein, qui n'est pas un métier facile, et ils sont en plein cœur du tourbillon. Moi, je voudrais revenir sur le fait qu'au-delà de cette turbulence très forte qui a été la crise du Covid, et on voit l'après aussi qui reste dans la turbulence, on a tout un tas de facteurs qui peuvent déterminer la santé mentale au travail, comme ce que disait Marc tout à l'heure. On a commencé à les lister. Je voudrais prendre l'exemple de la charge de travail. La charge de travail, c'est un des facteurs de risque qui arrive en premier à chaque fois qu'on fait une étude sur le stress quelque part. Cette charge de travail, elle préexistait à la crise Covid. Ce qu'il y a de nouveau maintenant, c'est que on s'intéresse de plus près aux mécanismes qui font qu'on va réguler la charge mentale. Comment on peut réguler la charge de travail? La charge de travail, ça se régule à plein d'endroits. Moi, je pense qu'il y a une dimension individuelle et il y a au moins, je dirais, 5 dimensions collectives qui peuvent se surajouter. Donc, il y a un sujet individuel, on y reviendra peut-être avec Jérôme aussi pour voir comment muscler les gens d'un point de vue individuel. Et puis moi, j'ai la conviction qu'il y a un sujet collectif. Et l'entreprise, elle peut réfléchir à comment on crée des espaces de régulation. Donc, ces 5 espaces, il y a la maille de l'équipe, par exemple. Comment une équipe va réguler sa charge de travail. Il y a la maille de l'entité, de la business unit. Est-ce qu'il y a des mécanismes de gouvernance qui font que quand on voit qu'il y a trop de charges, on va créer des priorisations? Il y a la maille de la culture, que je trouve très intéressante aussi. Moi, chez beaucoup de mes clients, je constate des cultures comme ça qui peuvent avoir un impact sur la charge. Est-ce qu'on a le droit de demander de l'aide dans telle ou telle culture? Est-ce qu'on est dans une culture de l'obéissance? Est-ce qu'on est dans une culture de la surimplication? Donc, on peut travailler ce sujet culturel comme étant un déterminant de la charge. Quatrième élément, c'est bien évidemment le dialogue social. Anne-Catherine, tu en parlais tout à l'heure, et la conviction que la qualité du dialogue social, qui est un truc collectif quand même, est au cœur de la régulation. Par exemple, quand il y a une surcharge, on se met tous autour de la table et on essaye d'objectiver le problème. Il faut qu'il y ait le médecin, l'assistant social, la RH, le manager, et tout ce petit monde-là peut réfléchir ensemble. En tout cas, c'est ça le modèle qui marche. Et puis, dernier élément collectif, c'est cette fameuse cohérence globale dont vous avez parlé les uns et les autres. Je trouve que quand il y a une boussole dans l'entreprise, qu'il soit un projet d'entreprise, une vision stratégique, un rythme, cette boussole, c'est un facteur de régulation énorme pour la santé mentale, pour la charge, la décision. Donc, voilà, je vois beaucoup de facteurs collectifs et un facteur individuel qui est quand même aussi très, très important.
Anne-Catherine, chez Crédit Agricole CIB, qu'est-ce que vous faites concrètement par rapport justement à ce que vient de dire Vincent sur cette charge mentale, à gérer cette charge de travail? Alors, enfin, ce dont je vais vous parler, c'est vraiment de cette boussole. Moi, je trouve que c'est un mot qui convient tout à fait, puisqu'en fait, encore une fois, ça permet à chacun de savoir à quoi il contribue, vers quoi il va et de donner du sens. Ça peut paraître un peu bateau comme ça, mais je peux vous dire que là, on a lancé un grand projet justement pour accompagner cette transition qui est à la fois nouvelle façon de travailler, digitale et puis sociétale. Et donc, on a donné une boussole qui s'appelle le projet Now, qui est New Ways of Working, et qui en fait fait une forme de branding, de beaucoup d'initiatives qui auraient pu se perdre dans un accompagnement finalement un peu ad hoc dans l'urgence de certaines choses. Nous, on a préféré le faire, même si on a démarré en milieu de crise, de façon très holistique, avec des piliers affichés. Et donc, ces 4 piliers interdépendants où chacun des collaborateurs peut voir ce dont il va bénéficier et à quoi il contribue. Donc, on a tout d'abord, évidemment, un pilier très important sur la culture. Donc, là, je suis complètement en lien avec ce que dit Vincent. La culture de l'hybride, c'est pas quelque chose qui s'invente. Donc, on va aussi en parler, on va le travailler. Donc, il y a des formations, il y a aussi des outils, il y a encore des ateliers de dialogue, parce que dans cette culture de l'hybride, on sent aussi l'importance de la confiance, on sent aussi l'importance de la mise en responsabilité de chacun et puis de cette culture de la sécurité finalement, on y revient, qui va permettre à la santé mentale de prendre son aspect positif. Donc en fait, on a donc le pilier culture, hybride, change management. On a un pilier sur les outils, parce qu'il y a un accompagnement technologique. Je peux vous dire que quand on n'arrivait pas à se brancher sur les WebEx ou sur certains outils, ça crée un stress hyper important à l'instant T, mais qui dégrade petit à petit, je dirais, qui crée trop de stress. Donc là encore, ne laisser personne sur le côté du chemin, former tout le monde à ces outils qui vont permettre, je dirais, d'appréhender le monde de demain vis-à-vis de toutes les parties prenantes, que ce soit ses clients, ses collaborateurs, le onboarding, très important, l'accueil des collaborateurs qui arrivent dans un nouvel environnement. Et puis, on a les aspects Smart Office. Alors, on l'a appelé Smart, c'est pas pour éviter de l'appeler Flex, c'est pour nous, c'est du flex augmenté car connecté. On a quand même 35 pays chez CACIB, la moitié de nos effectifs à l'international. La crise a eu ceci de positif, qu'elle est devenue très inclusive. On a fait récemment un événement complètement digital qu'on n'aurait peut-être pas fait avant la crise, avec 1300 new joiners de 20 pays différents, tous autour, je dirais, des mêmes messages. Et ça, c'est quand même grâce à la crise qu'on a mis en place ce genre d'outils et donc et également ces formations d'accès. Donc moi, ne laisser personne au bord du chemin de la transition digitale et de l'hybridation, c'est super important. Ensuite, on a bien sûr tout ce qui est flexibilité. Alors je pense que télétravail, c'est presque dépassé. Aujourd'hui, c'est flexibilité qui va primer. Et donc, c'est qu'est-ce qu'on fait pour adresser ce besoin de flexibilité? Bon, typiquement, des accords de télétravail qui restent en adéquation, encore très important, avec la culture de l'entreprise. C'est-à-dire qu'il faut mettre le curseur au bon endroit. La flexibilité, ça peut être, par exemple, un nombre de jours qu'on peut poser de façon flexible. Un exemple. Et puis, donc, ces 4 piliers-là sont complètement, encore une fois, interdépendants. Et chacun a pu contribuer. On a fait des ateliers avec nos collaborateurs, avec nos partenaires sociaux, on a fait des restitutions et on a aussi beaucoup fait de communication. Voilà, pour dire où on en est, avec sincérité, authenticité. Ça, c'est un peu la marque de fabrique de CACIB et du groupe Crédit Agricole. Et vers quoi on va. Voilà. Et on se donne aussi, dans notre entreprise, un temps suffisamment long. C'est-à-dire qu'il y a une vraie projection et puis il y a des marqueurs, des preuves qui sont rythmés, mais qui laissent le temps du changement. Et encore une fois, j'y reviens, je pense que ce temps-là, c'est la responsabilité de l'employeur et je trouve ça plutôt positif. Voilà ce qu'on fait dans notre entité. Merci à toi. La santé mentale, tu la mesures comment? Est-ce que ça se mesure? C'est une très bonne question. Donc, la santé mentale, on pense souvent aux outils, par exemple, Olivia, bien sûr, aux outils de RPS. Donc, par exemple, sur les risques psychosociaux, il y a d'abord les outils de prévention, j'ai envie de dire. Donc, la mise en place de ces outils permet d'avoir une appréhension de la situation à un instant T. Il y a aussi des mesures du type baromètre employeur. Vous savez, l'indice de mise en responsabilité chez nous, qui va être un moyen de mesurer en fait l'engagement du collaborateur et sa résilience.
de façon très anonyme et volontaire. Mais la réalité, c'est qu'on a aussi des outils de pilotage, par exemple sur l'absentéisme, parfois dans une équipe, dans un département, par exemple sur le turnover, sur les taux d'attractivité d'une activité ou d'une autre ou d'une entreprise. Et en fait, on voit aussi le nombre de sollicitations de la médecine du travail, des entretiens RH, les raisons de ces entretiens. Alors bien sûr, on ne communique pas sur ce que les collaborateurs viennent nous confier, et encore moins, enfin, la médecine du travail est tout à fait à part de ça, mais au niveau RH, ça nous donne des alertes, ça nous donne une sorte de revue de l'atmosphère globale. Donc c'est une mesure qui est à la fois peu palpable, mais qui peut être extrêmement réaliste quand on parle d'indicateurs comme l'absentéisme ou le turnover. Donc c'est beaucoup de faisceaux d'indices qui vont nous permettre de mesurer, je dirais, plus globalement l'engagement des collaborateurs et comment il peut être atténué par justement ces aspects de santé mentale. Évidemment, tous les outils de conformité aussi, puisqu'en fait, on peut avoir des sujets qui se multiplient sur certains dossiers de harcèlement, par exemple. Tout ça, c'est des sujets auxquels le DRH doit absolument prêter attention, être extrêmement vigilant, et c'est ce qu'on fait ici. Et puis après, il y a aussi le positif qui se mesure. C'est-à-dire que le taux d'engagement, quand il est élevé, comme on a la chance chez CACIB, il y a l'importance aussi de se demander comment on va maintenir cet engagement, comment on va le rendre résilient, et justement, quelles sont nos actions pour faire en sorte que l'individuel ne soit pas noyé dans un collectif positif et qu'on agisse à la fois sur un collectif et sur une envie, une appétence individuelle. Aujourd'hui, les salariés, je pense qu'il va être très important de prendre en compte leurs appétences, de quoi ils ont envie, quels sont leurs facteurs de motivation quand ils rejoignent une entreprise, quels sont leurs drivers de motivation et est-ce qu'ils sont remplis tout au long de la vie dans l'entreprise. Et ça, c'est quelque chose qui doit être fait au niveau très fin, au niveau quasi individuel. Voilà, donc là, les mesures, c'est à nous aussi de les réinventer et de faire en sorte qu'on puisse, en tout cas, travailler sur remplir ces besoins, ces envies de nos salariés et qui, de toute façon, aujourd'hui, le mettent au premier niveau dans leur engagement. Ce que je comprends parfaitement. Merci. Jérôme, finalement, qu'est-ce qui t'a poussé avec ton associé fondateur à créer Olivia? C'est cette volonté de mesure justement de cette santé mentale ou... Non, c'est plutôt l'adressage du volet individuel. Donc, on a parlé, moi je rejoins totalement donc Anne-Catherine et Marc et Vincent sur le volet collectif, c'est-à-dire que l'entreprise, avant tout, son rôle, c'est de communiquer le sens du travail, de former ses managers, de venir organiser la charge de travail. Mais finalement, ce volet individuel, il est très présent et indépendamment de la qualité et de la bienveillance d'une organisation, la façon qu'ont les collaborateurs de vivre le stress, de s'investir, d'avoir la capacité de déconnecter, d'être en relation, si je suis manager avec mes collègues, ça leur appartient. Ce sont des outils qui débordent finalement sur le développement personnel et émotionnel. Et quand on regarde en fait l'approche classique d'accompagnement individuel dans les entreprises, soit on a du coaching pour les top managers, soit on a des lignes de soutien psychologique qui sont extrêmement peu utilisées parce que tabou de la santé mentale. Et donc finalement, comment est-ce que j'arrive sur ce volet d'accompagnement individuel à créer des outils qui permettent d'avoir un vrai engagement des collaborateurs, à leur donner des outils qui sont là quand ils vont bien, pour du développement personnel, comment je gère mon stress, comment je déconnecte, comment je maîtrise ces outils de l'hybridation, qui sont là du coup également quand je vais mal, comment est-ce que j'arrive à revenir d'un burn-out, comment je préviens ou j'évite un burn-out, comment je passe une situation personnelle délicate, une séparation, un deuil, puisque nous, notre conviction, c'est que aussi l'entreprise, sans rentrer dans des sphères personnelles, son devoir, c'est de donner des outils d'accompagnement individuel qui viennent aider le collaborateur, puisqu'un événement personnel peut impacter sa capacité à travailler et sa capacité à s'engager au travail. Et donc, Olivia, c'est un dispositif qui vient moderniser notamment les lignes de soutien psychologique, qui permet de créer de l'engagement autour de sujets de la santé mentale, d'élargir le spectre de l'accompagnement, pas uniquement sur des situations de souffrance, mais également sur du développement personnel, ce qui nous permet d'avoir des taux d'usage bien supérieurs à tous les dispositifs de soutien psychologique classiques et par ce biais-là également d'améliorer la qualité de la détection de signaux de souffrance et donc à ce moment-là de travailler à nouveau en collectif avec l'entreprise, avec la médecine du travail, avec les managers, avec la DRH pour gérer ces situations de souffrance spécifiques.
Donc ça, c'est vraiment le cœur de métier d'Olivia. Et bien sûr, comme on est une plateforme digitale, on a de l'information, on a de la donnée. Et donc, on peut nourrir aussi la réflexion des entreprises sur ces signaux faibles, sur quelles sont les thématiques principales qui concernent les collaborateurs et avoir une réflexion collective sur ce sujet. Est-ce que finalement, à vous entendre, tous les quatre, hein, vous dites, c'est individuel et collectif, la bonne appréhension du sujet de la santé mentale. Est-ce que c'est ça, Catherine, c'est comme ça que tu raisonnes, en l'occurrence, quand tu mets en place toutes tes actions dont tu nous as parlé? Ah oui, tout à fait. Enfin, moi, je pense que c'est intimement lié. On s'engage dans un environnement quand on sait, comme on le dit à contribue, mais aussi quand on appartient à un collectif, quand on sent qu'il y a une résilience collective. J'ai trouvé ça intéressant. Je discutais avec le patron du BCP, le responsable du BCP chez nous, du Business Continuity Plan, et en fait, on se disait qu'il serait intéressant de communiquer sur des cadres de protection qu'on peut mettre en place dans l'entreprise. Alors, typiquement, on a un burn-out dans une équipe, ça arrive, on le prend en charge. L'adjoint, par exemple, prend la fonction de la personne qui doit s'absenter pour prendre soin d'elle-même. Très rapidement, si on ne veille pas, on pourrait avoir une chaîne de burn-out. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, l'important pour nous, c'est de créer de la résilience au niveau de la compétence et donc peut-être faire, en plus de plans de protection, des plans de compétences immédiatement mobilisables quand une équipe peut être en souffrance liée à un taux d'absentéisme élevé. Donc j'ai trouvé cette idée extrêmement intéressante. Elle est pas nouvelle. Il y a toujours eu des BCP en entreprise, mais je trouve que les accès sur la compétence est également un point que les DRH doivent adresser pour pouvoir organiser le cadre de sécurité pour chacun et pour pouvoir aussi exprimer une fatigue, par exemple, et puis adresser un point collectif de résilience en équipe. Donc, je suis complètement alignée avec ce qui a été dit et je pense que c'est même intimement lié. C'est-à-dire que la charge mentale est là aussi globale. Là, c'est à la fois personnel et professionnel, et elle doit pouvoir s'exprimer, en tout cas dans un environnement sain, où les managers, les RH, l'ensemble, je dirais, du collectif peut être à l'écoute. Et donc ça passe par une solidarité quelque part organisée, qu'elle soit d'un point de vue professionnel business, aussi bien qu'individuel. Donc, je pense que c'est là que l'entreprise a peut-être un rôle beaucoup plus accru à jouer. Je vous donne un autre exemple, les expatriés. Ça fait longtemps que l'entreprise sait que les échecs liés à l'expatriation sont souvent liés à un échec d'intégration de la famille, à des problèmes liés aux ascendants, par exemple. Et en fait, ce qui est hyper important, c'est sans doute de se dire que ce qu'on considérait comme pour l'expatriation comme normal, aujourd'hui, globalement, pour nos collaborateurs, prendre en compte ce qu'il est globalement est extrêmement important et fait partie des attentes. C'est-à-dire, après, ce ne sera fait que sur la base du volontariat. Nous ne serons pas intrusifs, nous serons inclusifs. Voilà, c'est comme ça que je le vois. Marc, ta vision sur justement cet adressage individuel et collectif, et est-ce que c'est la bonne solution ou est-ce la seule solution? Non, mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut adresser les deux sujets. J'ai même envie de dire que il faut adresser l'individuel, il faut adresser le collectif, et puis il faut adresser un peu tout ce que j'ai listé tout à l'heure, qu'on peut peut-être loger dans le collectif. Dans le collectif, je vais plus être dans l'accompagnement des équipes, l'accompagnement managérial, pour pouvoir détecter, prévenir, traiter le cas échéant des difficultés sur la santé mentale. Peut-être un point de nuance pour montrer que rien n'est automatique. Les choses sont sans doute assez évidentes, mais si on regarde les entreprises un peu largement, on peut trouver des situations qui peuvent s'avérer très disparates. On peut voir des entreprises s'occupent réellement, sincèrement, pour reprendre le terme d'Anne-Catherine tout à l'heure, du collectif. D'autres plutôt de l'individu, certaines des deux, très bien. On va en trouver certaines qui, bien qu'elles disent le contraire, restent plutôt sur des grands messages. La réalité, c'est qu'il ne se passe pas grand-chose concrètement sur le sujet. Mais attention, on peut voir des situations où la santé mentale des collaborateurs est globalement affectée alors qu'ils traitent plutôt bien le sujet. D'autres qui ne font rien, mais où la santé mentale est plutôt bonne. Pourquoi? Parce que à nouveau, pour que la santé mentale soit bonne, pour que la qualité de vie au travail soit bonne, la qualité de vie tout court soit bonne, il ne suffit pas de traiter le collectif ou l'individu, pour répondre à ta question. Il y a à nouveau d'autres facteurs. Pour caricaturer, pas tant que ça, on va trouver des entreprises où vous pourrez considérer que les collaborateurs sont vraiment très bien traités.
mais où ils vont parfaitement bien se sentir et parfaitement bien se porter donc au plan de la santé mentale, mais sans forcément qu'il y ait beaucoup d'actions qui soient entreprises par l'entreprise, mais tout simplement parce qu'ils vont être très fiers d'appartenir à cette entreprise et que c'est toute leur vie, parce que ils voient à quel point ils sont utiles pour elle, parce que l'ambiance est excellente, parce qu'ils sont prêts à travailler des heures carrées pour ça. Et pourtant, peut-être que l'entreprise ne va pas faire grand-chose. Et inversement, on peut trouver des entreprises qui sont très tournées vers le care, mais où la stratégie et le sens portés par la boîte ne parlent pas trop aux collaborateurs, où les messages de la direction sont un peu décalés par rapport à la réalité quotidienne pour beaucoup, où les collaborateurs vont toute la journée se plaindre de leurs outils qui les obligent à faire plein de tâches inutiles, ou bien ils vont galérer pour se connecter à Webex, à nouveau. Ils n'en peuvent plus, et les burn-out se multiplient. Pourtant, cette entreprise, elle va bien traiter ces aspects individuels et collectifs. Donc, j'insiste à nouveau sur le fait qu'il y a l'individuel, il y a le collectif, il n'y a pas que ça. C'est pour ça que moi, j'aime bien, on aime bien chez Julius Stern présenter les choses un peu comme une fusée à 3 étages. D'abord, cet étage de la stratégie de l'utilité, du sens de l'organisation, des outils, de la qualité de l'environnement de travail, j'en parle, de l'expérience collaborateur. Bref, tout ce qui contribue à ce qu'on instaure une bonne qualité de vie. Mais c'est un vrai sujet. Et parfois, c'est rare que tous ces éléments soient bien au rendez-vous. Tous doivent être pris en compte. Je le redis à nouveau, on a tous une vision différente de ce qui est important pour chacun d'entre nous. Donc, ils sont tous indispensables si on veut que l'offre soit complète et que chacun s'y retrouve. Et il y a un second étage de la fusée, justement, le traitement du collectif, l'accompagnement des managers, le développement de leur faculté, comme je le disais, de déceler les signaux de détresse, d'inquiétude, d'angoisse, de surcharge dans la durée. Vincent en parlait, l'acceptation de ces symptômes, puis la capacité collective managériale à les assumer, d'abord, c'est important, hein, et puis de les traiter vraiment ensuite. Et puis le troisième étage de la fusée, c'est l'individuel. Jérôme en a parlé pas mal, de la sensibilisation, à la mise à disposition de dispositifs préventifs, de détection pour soi-même, des dispositifs d'aide, d'accompagnement individuel pour éviter de basculer dans le burn-out. Et bien sûr, si malheureusement c'est le cas, d'avoir aussi les bons dispositifs de traitement, avec surtout, et j'en insiste là-dessus, je vais en mettre une couche, surtout une qualité d'expérience qui fasse que le simple fait de faire appel à ces dispositifs finisse pas par vous faire définitivement basculer du mauvais côté. Il faut toujours se souvenir qu'il n'y a rien de plus anxiogène que de faire appel à des dispositifs pour traiter ces angoisses. Donc sur ce dernier plan, évidemment, des solutions comme Olivia, c'est très bien, ça peut que se développer. Mais en tout cas, pensons bien aux 3 étages de la fusée. Et ce sont des efforts, c'est des coups d'épée dans l'eau. Je vous propose d'en arrêter là. Merci en tous les cas pour cette richesse, en tout cas des échanges. Je sais qu'on a des questions dans la salle virtuelle, mais je sais qu'on en a. Et donc, ce que je vous propose, c'est que Judith vous les pose. Judith. Alors, effectivement, on a des questions. La première est autour du lien social. On nous dit que les entreprises sont de plus en plus nombreuses à vouloir repenser le lien social au sein de leur organisation. Justement, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Vincent, tu veux prendre la question? Moi, je pense que cette question, elle est vraiment au cœur de la prévention de demain, parce que j'ai cette conviction que la prévention de la santé et la promotion de la santé positive, c'est un sujet relationnel, collectif, où il faut se mettre à plusieurs. Et on voit que ce lien a souffert au travers de la crise. Donc, après, la question de comment le repenser reste ouverte, et bien sûr, la créativité qu'on pourra trouver dans l'hybridation du travail pour laisser la relation au cœur de la situation de travail, qu'elle soit à distance ou en présentiel, va être vraiment très importante. En tout cas, je pense que c'est une question à laquelle les jeunes qui entrent sur le marché du travail vont être très sensibles, puisqu'on a une génération qui rentre sur le marché du travail et qui a souffert pendant les années d'études. La santé mentale s'est fortement dégradée sur la population étudiante. On a une population qui arrive sur le marché du travail, par exemple, qui est très sensible à ça. Si on leur dit « venez chez nous, on prendra soin de votre santé mentale et vous serez dans un environnement où il y aura du lien et vous ne serez pas isolés », il y a une notion de marque employeur là qu'on peut presque imaginer qui fait qu'ils vont aller voir telle entreprise et pas telle autre. J'ai la conviction que ça va être quelque chose de déterminant pour faire bouger les entreprises sur cette question du lien. Si je peux peut-être… pardon.
Vas-y, je te prie. Ajouter un point. Enfin, je pense que dans le lien social, il y a aussi le lien avec la société. Donc, il y a l'inclusion, donc qui est au cœur de toutes les préoccupations. Et je pense que les valeurs d'une entreprise aujourd'hui font faire, en tout cas, en sorte que certains la rejoignent. Ça va primer dans leur choix. Et donc, bien être clair sur ces valeurs, avoir les preuves qu'elles sont incarnées, par exemple sur l'inclusion des jeunes, par exemple sur l'inclusion de salariés en situation de handicap. Et puis, un point pour moi très important, qui est parfois peu mentionné, c'est l'intergénérationnel. On a aujourd'hui dans les entreprises des populations qui sont à la fois très seniors et puis on est dans l'accueil aussi de nouveaux arrivants. Comment on fait pour faire cohabiter ces générations qui n'ont pas forcément toutes les mêmes attentes et encore que, je vais vous dire ce qui est assez amusant, c'est que dans la flexibilité, j'ai un collaborateur junior qui m'a dit moi Anne-Catherine, la flexibilité pour moi c'est de venir au bureau. Vous voyez, donc il faut aussi, et puis pour certains, ça va être de pouvoir faire du télétravail. Donc il faut aussi faire une combinaison de toutes ces forces en présence et en faire une force. Et puis aussi une force de transmission. Donc je crois beaucoup en l'intergénérationnel et je pense que c'est important de prendre ce sujet en main dans le lien. Et puis réenchanter les espaces de travail. Pourquoi on vient au bureau? Finalement, aujourd'hui, il faut donner du sens. C'est-à-dire que je peux rester chez moi et avoir un confort peut-être de ne pas avoir les transports, etc. Pourquoi je reviens sur site? Et là, il y a un rôle important, effectivement, sur le lien. Voilà. Merci beaucoup. Une deuxième question? Oui, on a une question autour de l'international. Comment mettre en place des bonnes actions à la fois au niveau groupe et au niveau local en prenant en compte les spécificités culturelles? Catherine, je pense que c'est pour toi. Effectivement, je vous disais, hein, donc CACIB avec 35 pays et puis une volonté d'avoir en tout cas une stratégie RH globale, un pilier humain, Crédit Agricole qui se transcrit partout puisque nos valeurs sont partout dans le monde les mêmes. Et donc pour nos collaborateurs, c'est comment adresser ce sens tout en respectant les cultures locales. Alors, si je prends le projet dont je vous ai parlé, New Ways of Working, on a bien sûr décidé de le déployer mondialement. Et alors, que veut dire la flexibilité au Japon, par exemple, par rapport à la flexibilité aux États-Unis? Eh bien, figurez-vous qu'en fait, on a eu la surprise de se rendre compte que les attentes étaient finalement les mêmes sur l'accès à la flexibilité. Après, ce qu'on qualifie, ce qu'on met derrière en œuvre va dépendre. C'est-à-dire que l'Américain, par exemple, a pu nous exprimer un souhait d'avoir moins de transport. Hein. On sait que les gens ne vivent pas forcément dans Manhattan, ont des transports importants. Donc, ils ont souhaité avoir accès à du télétravail. Et au Japon, ça va être de nous dire, je souhaite avoir du télétravail, mais à ma convenance et pas forcément à tous les moments de l'année. Donc, vous voyez, on s'adapte. Donc, en fait, on a fait des ateliers basés sur un cadre qui a été défini au niveau du groupe Crédit Agricole et de CACIB pour avoir un cadre, je dirais, maximum, hein, qui fixe un peu les règles globales. Et à l'intérieur de ce cadre, chacun va l'adapter localement dans nos 35 pays. Et je dois dire que ça, pour l'instant, on est plutôt content de la façon dont ça se déploie, avec toujours le même branding pour tout le monde, le projet Now, qui nous permet de communiquer mondialement sur l'avancée du projet, puisqu'on s'est fixé 3 ans pour arriver à finaliser ce cadre mondial. Voilà. Donc, on est vraiment dans une locale, global dans la règle, local dans l'application. Et peut-être si je peux ajouter quelque chose là-dessus, ce qu'on peut voir aussi, c'est que les cultures, forcément, enfin les différences culturelles qu'on peut trouver dans les différents pays du monde où les entreprises sont installées font que les impacts de la santé mentale se manifestent pas forcément de la même manière, pas forcément de la même vitesse, pas forcément sur les mêmes facteurs. Évidemment, il y a un sujet prise en compte culturelle qui est hyper importante pour prévenir, détecter, accompagner, traiter la santé mentale. Moi, j'ajouterais juste une dernière chose, c'est que la qualité de la prévention, que ce soit à l'international ou en France, en tout cas, les modèles qui marchent le mieux, c'est les modèles où localement, il y a des acteurs responsabilisés sur le sujet qui sont en proximité avec les équipes et qui se parlent avec une qualité de dialogue très forte. Donc, moi, je dirais les modèles qui marchent le mieux, c'est quand localement, on a formé des gens et on leur a donné un rôle pour capter les signaux sur le terrain, en parler entre eux et déjà avoir une première régulation locale. Un système qui voudrait réguler seulement en global ne marcherait pas. Mais je rejoins ce que tu disais. Alors moi, j'en ai une question pour vous quatre. Si finalement vous aviez un conseil à donner aux participants de l'écoute de ce webinaire, quel serait-il? Jérôme? Moi, ce serait plutôt de commencer par le volet culturel, c'est-à-dire que les dirigeants, les DRH, les managers
osent prononcer ce mot de santé mentale au sein de leur entreprise. Il y a encore beaucoup trop de questionnements des DRH qui me disent mais est-ce que c'est mon rôle? Est-ce que c'est mon rôle de payer la psychothérapie de mes salariés de façon caricaturale? Et c'est trop caricatural, mais c'est le rôle de l'entreprise finalement de venir adresser ce sujet-là collectivement, individuellement, d'aider à libérer la parole. Et donc, en tout cas, moi, j'invite vraiment les dirigeants à s'approprier ce sujet, à donner l'exemple et à porter ce message au sein de leur culture. Et derrière, le volet collectif individuel en découlera. Vincent? Moi, je dirais aux personnes qui nous écoutent et qui sont DRH d'aller voir leur direction générale et de les encourager à faire un check-up global de l'entreprise, parce que ce qu'on s'est dit aujourd'hui, c'est que ce n'était pas seulement un sujet RH. Bien sûr, la RH est en première ligne, mais tout un tas de dimensions de l'entreprise qui sont au-delà de la RH, et de faire un check-up global des mécanismes de résilience dont tu parlais, Anne-Catherine, des mécanismes de régulation collectif, individuel, de la boussole, et de pouvoir sortir en disant, bah, si moi, j'ai envie de faire la promotion de la santé mentale, voilà mon check-up, voilà où j'en suis, voilà sur quel bouton je peux appuyer, individuel et collectif. Maintenant, si vous n'êtes pas DRH et que vous nous suivez, j'aurais envie de vous dire, soyez attentifs aux signaux à vos propres signaux, que ce soit de la fatigue, du manque de sommeil. Soyez très attentifs aux signaux qui pourraient vous faire dire que vous rentrez dans la zone un peu de dégradation de votre santé et de ne pas hésiter à alerter quelqu'un, parce qu'il ne faut pas rester seul avec ces questions-là. Et la question du lien est la première qui se pose, c'est quand je sens que je ne vais pas bien, à qui j'en parle. Donc, n'hésitez pas à aller voir la liste des acteurs de la prévention de votre entreprise pour savoir qui peut vous aider de manière très proche. Merci Vincent. Anne-Catherine? J'ai envie de dire, je dis souvent en fait dans l'entreprise et même dans la pratique des ressources humaines, en authenticité, c'est vraiment du care et du pilotage. Et donc, si j'avais un conseil à donner, c'est de prendre ces deux choses de façon extrêmement ensemble, en fait, de façon holistique, de ne pas avoir peur de mettre les mots, hein, on l'a dit, hein, de ne pas avoir peur justement de cette intrusion qui n'en est pas une. Aujourd'hui, c'est vraiment aller sur l'aspect positif des choses en créant une culture qui soit de la mise en responsabilité, mais aussi dans la sécurité de nos salariés, hein, qui puissent exprimer individuellement leurs appétences, leurs envies, leur mal-être. Tout ça, c'est important. Puis il y a tout un dispositif hein, qui va avec, le de santé au travail, l'assistante sociale, des HR extrêmement à l'écoute aussi, c'est-à-dire à l'écoute du terrain. Ça, c'est très important hein, d'être des DRH de terrain en proximité, à l'écoute non seulement des managers, des collaborateurs, mais aussi des dirigeants. Et là, je te rejoins, Vincent, je pense qu'il y a vraiment une importance d'être dans l'inclusion avec nos dirigeants, d'être aussi dans l'exemplarité, dans la façon dont eux-mêmes puissent s'exprimer. Parce qu'on parle aussi de solitude du manager parfois, et il est important d'être à l'écoute sur l'ensemble de l'entreprise. Et puis, très important dans le pilotage, en sus du care, moi je dirais trouver le bon rythme. Et ça, j'y tiens vraiment en tant qu'employeur responsable, c'est trouver le rythme qui convient à son entreprise et à sa culture d'entreprise qui ne va pas… le temps d'évolution de la culture d'entreprise n'est pas celui des transitions qu'on observe aujourd'hui. Donc, attention à être en maîtrise. Et par exemple, quelque chose qui rassure énormément, je trouve, c'est quand on parle du digital. Le digital, moi personnellement, et je pense pour les dirigeants du Crédit Agricole, et Philippe Brassac l'exprime régulièrement, ne nous fait pas peur. Le digital, au contraire, est un moyen d'augmenter, je dirais, la capacité, l'impact humain. Et donc, quand on prend les choses comme ça, quand on les explique comme ça, quand on les incarne comme ça, et quand, par exemple, on va utiliser des outils qui sont au service des ressources humaines, par exemple, pour aller sur ce terrain de la santé mentale, eh bien, je pense qu'on est vraiment dans quelque chose d'extrêmement maîtrisé, piloté et attentionné. Voilà. Catherine, Marc, pour conclure. Oui, le conseil à donner, c'est ne négliger aucun des 3 étages de la fusée. Hein. Donc ça va revenir un peu à ce que disait Vincent, l'individuel bien entendu, le collectif bien entendu, mais aussi les tâches qui fait qu'on pose des bases qui sont bonnes. Et propice à ce que la santé mentale soit la meilleure possible globalement au sein de l'entreprise. Je parle là de la stratégie, de la culture, de l'utilité, des modes de fonctionnement des outils, de l'environnement de travail, etc. Et puis, second point, je vais rebondir sur le point du pilotage de Catherine. Anne-Catherine a donné, quand tu lui as posé la question de la mesure au début de
a donné un certain nombre d'indicateurs. Alors malheureusement, il n'y a pas un indicateur, c'est trop beau, pour mesurer tout ça, mais il y en a beaucoup. Et il faut évidemment, quand ils n'existent pas, il faut les mettre en place. Quand ils existent, il faut qu'ils crachent leurs résultats. Et surtout, il faut en tenir compte. Et cet ensemble d'indicateurs, je pense que c'est un rôle aujourd'hui, alors certes soutenu par la DRH, mais un rôle de direction générale, de se pencher sur cette batterie d'indicateurs pour en tirer les bonnes conclusions sur les tendances, sur les décisions qu'il faut anticiper. C'est quand même beaucoup plus simple de prévenir que de guérir. Donc, ce pilotage-là, c'est des indicateurs, mais surtout des moyens. Et on peut en rajouter peut-être aussi avec des logiques de pulse, qui sont des mesures plus en continu, on va dire, des tendances en matière d'engagement. On a parlé de baromètres, les baromètres sont souvent annuels, vos pulse qui sont peut-être hebdomadaires, qui peuvent être bimensuels, mais qui permettent, au-delà d'avoir une photo, d'avoir une vision sur une dynamique, une tendance dynamique. Eh bien, écoutez, un grand merci à vous quatre, merci à Catherine, merci Vincent, merci Jérôme, merci Marc, merci Judith. On était ravis avec Olivia, donc Julie Stawen et Olivia, de vous avoir présenté ce webinaire. Vous nous connaissez, vous nous suivez, donc on aura plein d'autres des webinaires, donc n'hésitez pas à nous suivre et à participer. Toujours dit que celui-là sera mis en replay de toute façon. Et je le répète encore une fois, que si vous devez écrire un article, vous voulez faire, vous voulez tirer de la substantifique moelle de ce webinaire, il faut faire valider le contenu auparavant. Voilà. Merci à tous, à très bientôt et bonne journée. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Merci. À bientôt.